Écoutez, je vous propose de débuter ce séminaire de rentrée de l'ESPER. Je voudrais remercier toutes et tous de votre présence, à la fois dans cette salle, mais aussi à distance. Séminaire de rentrée où nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Louis Laville, qui se présentera, mais professeur d'économie au CNAM, mais il dira qui il est, d'où il parle, et il vient nous présenter son livre « L'économie solidaire en mouvement ». Effectivement, économie solidaire, économie sociale et solidaire en mouvement. Il ne s'agit pas d'accoler des mots pour devenir économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire en mouvement, c'est aussi le mouvement de la société, c'est aussi le mouvement permanent que nous connaissons, c'est aussi tout ce que nous vivons aujourd'hui, de turbulences, de changements. Je ne parle pas de la transition écologique, je ne parle pas des heurts et des manifestations qui ont secoué notre société, des débats qui la traversent. Et pour autant, être dans le mouvement, ça ne veut pas dire ne pas faire un retour en arrière. Parce que quand on veut savoir où l'on va, il faut regarder d'où l'on vient, et c'est ce que va nous proposer Jean-Louis. Le mouvement suppose aussi que l'on s'organise. Le mouvement suppose aussi qu'on se projette, qu'on définisse un projet, une ambition commune, un projet commun. Ce qui vaut pour l'économie sociale et solidaire devrait sans doute valoir pour notre pays. On n'est pas que quantifiable, monnayable, nous ne sommes pas que des chiffres et des nombres. Nous sommes et nous aspirons à être une communauté humaine et aussi, au-delà de la communauté humaine, d'avoir un projet commun. Et c'est ce que propose l'économie sociale et solidaire, à la fois être communauté humaine de valeurs, de personnes, et aussi être une économie qui a du sens et qui peut permettre de porter des changements et de porter les transitions. Encore faut-il et faudrait-il que l'on puisse porter ou entendre parler autrement de l'économie sociale et solidaire, ou peut-être nous-mêmes porter une voix plus forte. Et au cours de cette manifestation, de ce séminaire de rentrée, Jean-Louis Laville, à travers son expérience, des expériences diverses qui sont décrites dans son livre, nous montrera comment l'économie sociale et solidaire est en mouvement et peut amplifier son mouvement. Je voudrais remercier Jean-Louis d'être parmi nous, remercier Sylvie et l'équipe de l'ESPER qui a organisé ce séminaire et cette petite manifestation de rentrée. Vous renouvelez mes remerciements pour votre présence, et je vous souhaite un beau séminaire de rentrée de l'ESPER, et surtout, je sais que vous allez apprécier l'intervention de Jean-Louis. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi, puis bonne soirée à vous toutes et tous. Merci. Bienvenue à toutes et à tous. On devait être un peu plus nombreux en présentiel. Ça s'est un petit peu perlé, peut-être c'est le mouvement de grève. Et il y a pas mal de gens qui sont en visio, donc on vous dit bonjour aussi. Dans une rentrée quand même politique assez mouvementée pour le coup, on va dire que l'ESPER fait le choix de prendre de la hauteur. C'est pour ça que courant de l'année, on propose des espaces où on tente un peu de se décentrer et d'échanger, d'où l'invitation. Donc je ne vais pas refaire la présentation, mais quand même peut-être un tout petit peu plus précise. Vous êtes professeur au CNAM à Paris, vous êtes titulaire de la chaire économie solidaire. Vous êtes également chercheur au laboratoire HT2S, qui est Histoire des technosciences en société, et à l'IFRIS, l'Institut francilien Recherche, Innovation et Société. Ce bouquin-là, dont a parlé Bertrand, il a été publié en novembre 2022 et je vous invite vraiment à le lire. Il est sous la direction de Jean-Louis Laville, mais aussi de Josette Combe et Bruno Lanier, et il y a 47 auteurs qui font des petites contributions en taille,
mais assez intéressante sur différents sujets où finalement ce qu'on pourrait imaginer qui ne rentre pas dans le périmètre de l'économie sociale et solidaire nous interroge sur l'inclusion dans ce périmètre-là. Et je profite de ça parce qu'il y a un article de Daniel Desmoustiers sur le service public et j'utilise ce moment qu'on a de séminaire de rentrée pour lui rendre hommage à nouveau, puisqu'elle participait au groupe de travail ressources ESS de l'ESPER. Alors, on va en venir au sujet maintenant. On va vous poser quelques questions. Il y aura des allers-retours avec la salle. Comment vous définiriez-vous l'économie sociale et solidaire, d'autant plus que dans l'ouvrage, il est décidé dans le titre et l'intitulé de parler d'économie solidaire. Quelles sont les composantes et les caractéristiques pour vous de ce mouvement ? Avant de vous répondre, peut-être un mot de plus de présentation. Ce qui caractérise ce que je fais par rapport à d'autres, je crois, c'est de travailler au niveau international sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Je vais prendre un exemple pour être concret de ce qu'on fait en ce moment. On va créer le premier diplôme de professionnalisation des acteurs de l'économie solidaire au Brésil, avec 5 universités brésiliennes. Et contrairement au partenariat habituel, j'ai demandé qu'on n'exporte pas nos façons de faire au Brésil, mais que ce soit les universités brésiliennes, qui sont en plus des universités jeunes qui viennent du Nord-Est et qui ont été menacées pendant l'ère Bolsonaro, que ce soit ces universités qui pilotent le programme et que nous, on soit au service de ces universités. Et on a obtenu, avec le ministère de la Recherche brésilien, qu'il y ait un financement qui permette à ce que l'ensemble des gens qui vont être formés, ça soit gratuit pour eux, parce qu'effectivement, les acteurs de l'économie solidaire n'ont pas aujourd'hui l'argent nécessaire pour avoir des formations payantes. Donc je pense que c'est juste un exemple, mais c'est pour montrer que ce dont on va parler, c'est aujourd'hui dans tout le monde que ça se passe, et on était en train d'en l'évoquer tout à l'heure. Le grand paradoxe, c'est que l'économie sociale et solidaire progresse dans le monde entier, mais que ça reste invisible très largement. Et on peut aujourd'hui s'interroger, par exemple, sur le manque de politique nationale que nous avons sur l'économie sociale et solidaire, et pourquoi est-ce qu'il y a ce paradoxe entre une montée du nombre d'expériences, d'entreprises, d'initiatives, et une invisibilité qui perdure. Ça amène à revenir sur l'histoire. Alors, l'économie sociale, c'est vrai, on n'y a pas insisté là, parce que c'est assez connu. On sait que l'économie sociale, c'est les associations, les coopératives et les mutuelles, c'est-à-dire un ensemble d'organisations et d'entreprises non capitalistes, qui ne sont pas organisées selon les modalités capitalistes, mais qui sont organisées selon d'autres modalités, c'est-à-dire dans lesquelles des gens s'associent. Ce sont des sociétés de personnes pour essayer de résoudre des problèmes qui leur sont communs. Là où il y a une difficulté, et là où il y a, je pense, aussi beaucoup plus d'interrogations, c'est qu'est-ce que fait là l'économie solidaire ? Parce qu'on parlait d'économie sociale, c'était assez habituel, on avait pris nos marques là-dedans, et puis depuis 20 ans, on parle en plus d'économie solidaire. Et maintenant, on parle souvent dans beaucoup de pays, c'est d'ailleurs valable dans plusieurs continents, d'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Eh bien, je crois parce que, en fait, l'histoire est un peu plus compliquée que ce qu'on nous a souvent raconté. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve dans la plupart des manuels, c'est qu'il y a eu quelques expériences utopiques qui essayaient de s'inspirer de Fourier, Proudhon, Owen et quelques autres, et puis ensuite on est passé aux choses sérieuses avec la reconnaissance des statuts des entreprises de l'économie sociale. C'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est intéressant de rentrer dans ce qui est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que, en fait, le premier moment en France de développement de ce qui nous intéresse, c'est entre 1830 et 1848, où il y a eu une première vague d'associations ouvrières et paysannes. Et ces associations, elles ont voulu, en fait, et ça nous amène à la définition, elles ont voulu
faire que les principes de la République, liberté, égalité, fraternité, se concrétisent. C'est-à-dire que les gens disaient, oui, ok, on est citoyen, on nous dit qu'il y a liberté, égalité, fraternité, mais en fait, c'est pas vrai, puisque nous, on continue à être dans la misère. Et donc, pour que ça devienne vrai, il faut qu'on s'organise nous-mêmes en association et que ces associations soient un moteur pour faire que la démocratie se réalise. Et donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'appliquer des doctrines figées de quelques utopistes, il s'agit d'un mouvement beaucoup plus large au début, qui est un mouvement d'association de citoyennes et de citoyens qui estimaient que la démocratie n'était pas véritablement réalisée et qu'il convenait de se structurer pour que celle-ci devienne effective. C'est à ce moment-là, en 1840 exactement, que le mot de solidarité est introduit en français philosophique moderne par Pierre Leroux, qui appelle solidarité ce qui succède à la charité en démocratie. C'est-à-dire que pour lui, la charité supposait qu'il y ait une inégalité entre celui qui donne et celui qui reçoit, et que ça n'est plus possible en démocratie puisqu'il y a liberté, égalité, fraternité. Et donc, le nouveau rapport qui s'établit entre des citoyens libres et égaux qui s'engagent ensemble dans une action collective qu'ils ont décidé eux-mêmes, c'est ça qu'il appelle solidarité. Et donc la solidarité s'invente d'abord par l'action citoyenne, bien avant l'État social. Et je pense que c'est intéressant de revenir à cette première phase de ce qui deviendra l'économie sociale et solidaire, parce que ça nous montre qu'il ne s'agissait pas d'appliquer des recettes conçues par quelques prophètes fous, il s'agissait pour des gens ordinaires de s'organiser sur le principe de l'association solidaire pour faire que la démocratie se réalise. Et donc on a au départ une volonté profondément politique, au sens démocratique, de faire des choses ensemble, et ça nous rapproche de cette définition actualisée. Pour moi, en fait, le champ dont on parle pourrait s'appeler tout simplement l'ensemble des formes de démocratisation de l'économie à partir des engagements citoyens. Et ça, on a beaucoup oublié ça. On a beaucoup oublié ça, et on l'a oublié, c'est pas un hasard, parce qu'après 1848, tout ce mouvement, il a été réprimé, mais il a été invalidé aussi symboliquement par le grand courant qui va prendre l'ascendant à ce moment-là, c'est-à-dire le courant libéral, qui, avec Bastiat, Malthus, Ricardo à l'époque, propose une autre définition de la solidarité, qui n'est pas la solidarité démocratique, mais qui est la solidarité philanthropique. La solidarité philanthropique, c'est ce qui relève de la compassion, de la bienveillance du riche vers le pauvre. Et donc, tous ces penseurs libéraux, que l'on appelle les penseurs pessimistes, mettent en garde contre le fait que la révolte puisse se transformer en révolution, et donc pour empêcher cela, ils ont recours à une solidarité qui pour eux ne doit jamais être organisée, mais doit relever de la spontanéité du riche vers le pauvre, et c'est comme ça qu'ils vont concevoir une forme de solidarité qui est rabattue sur la philanthropie et qui va devenir une sorte d'accompagnement du système dominant. Et donc vous voyez que dès ce moment-là, il y a une tension entre une solidarité démocratique qui est là pour lutter contre les inégalités et une solidarité philanthropique qui, elle, ne fait que lutter contre la pauvreté. Je ne fais pas de dessin, mais vous voyez bien qu'en ce début du XXIe siècle, on est en train de revenir au XIXe siècle. Parce qu'aujourd'hui, regardez la place que joue la néophilanthropie, on y reviendra tout à l'heure, dans la résolution des problèmes sociaux. C'est une véritable régression et qui questionne justement l'économie sociale et solidaire, qui, à mon sens, est toujours fondée sur la solidarité démocratique. Mais il y a des ambiguïtés là-dessus. Il y a des ambiguïtés parce qu'une partie du monde associatif a été influencée par la philanthropie, et même l'économie sociale a été influencée par la philanthropie, puisque le premier grand théoricien de l'économie sociale, c'est Lepley, qui est le théoricien du patronage et du paternalisme.
Et donc, il y a toujours une ambiguïté de départ entre est-ce qu'on est sur la solidarité démocratique ou est-ce qu'on est sur la solidarité philanthropique. Et je pense que c'est nécessaire de prendre véritablement parti pour l'une ou l'autre de ces formes de solidarité, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, après, il va y avoir un troisième temps dans lequel on va avoir en France un courant de pensée important qui va intervenir, qui est le courant que l'on va appeler l'école française de sociologie, ou qu'on va appeler les solidaristes. Vous savez, tous ces gens, Bouglé, Bourgeois, Durkheim, Mauss, qui vont justement prendre le contre-pied des libéraux et dire, en fait, la société, ce n'est pas uniquement des individus, c'est aussi le problème de la cohésion sociale. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pourquoi est-ce qu'on fait société? Et par rapport à ça, ils vont mettre en exergue la notion de dette sociale, c'est-à-dire que tous les groupes ne sont pas dotés à l'origine des mêmes moyens, et donc il faut qu'il y ait une forme de péréquation qui va permettre de faire qu'il y ait moins d'inégalités. Et à ce moment-là, vous voyez bien qu'on est dans un troisième temps qui est le dépassement de la philanthropie par l'invention de l'État social. Mais l'invention de l'État social va permettre de sortir du fait de tendre la sébille pour pouvoir revendiquer ses droits. C'est une solidarité qui est axée sur les droits. Mais vous voyez que avec ce partage qui va gouverner le XXe siècle, c'est-à-dire d'un côté l'économie marchande synonyme d'économie moderne, et de l'autre côté l'État synonyme de social, ce qui disparaît un peu, c'est finalement les mutuelles, les coopératives, les associations, qui vont prendre un certain poids économique, mais qui vont finalement perdre aussi une importance dans le débat politique. C'est-à-dire que les grands débats du XXe siècle, c'est quoi? C'est pas sur les associations, les coopératives et sur les mutuelles, c'est est-ce qu'il faut plus d'État ou plus de marché? Donc on est dans ce dualisme marché-État qui va vraiment dominer pendant le XXe siècle nos représentations, singulièrement après la période de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on voudra, après la Seconde Guerre mondiale, refonder un nouveau contrat social et ne pas tomber dans les errements des années 30. Et donc on va avoir la déclaration de Philadelphie, qui va être le grand texte de référence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui dit quoi? Qui dit le développement économique ne vaut que s'il est au service du développement social. Et donc, on voit bien que là, c'est le social qui a la priorité pendant la période qu'on va appeler les 30 Glorieuses, 1945-1975, et ça va donner les résultats, puisqu'on va avoir une sorte de synergie entre l'économique et le social qui va se mettre en place avec des systèmes de sécurité et de protection sociale plus généralisés, avec des politiques sociales qui vont se développer, et tout ça, ça va donner aussi du grain à moudre pour la machine économique, et on va connaître dans les 30 Glorieuses des taux de croissance qui étaient en moyenne 2 fois supérieurs à ceux du siècle précédent. Donc il y a eu un effet d'entraînement du social sur l'économique pendant toute cette période, mais ceci à travers la partition marché-État habituelle, et dès la fin des années 60, début des années 70, on voit que cette belle mécanique commence à se gripper. Et là, il y a des premières manifestations de ce que l'on appelle à l'époque les nouveaux mouvements sociaux qui montrent que les luttes ne sont pas simplement celles entre le capital et le travail. 2 exemples emblématiques, le féminisme, qui va mettre en évidence que l'État social traditionnel, malgré tout, même s'il est le symbole du progrès social, continue à produire des inégalités entre les sexes et continue à considérer les usagers plus comme des assujettis que de véritables partenaires des services qui sont faits pour eux dans la santé, dans les services sociaux par exemple. Mouvement écologique qui va questionner une machine économique qui est basée par définition sur une croissance sans fin, dans une planète qui est limitée. Est-ce que c'est tenable? On est toujours face à cette question finalement. Et c'est dans ce
sillage des nouveaux mouvements sociaux que va naître ce qu'on va appeler l'économie solidaire durant les années 70. Et donc là aussi, ça va à l'encontre des clichés que l'on a souvent, c'est-à-dire l'économie solidaire n'est pas née autour du problème de l'insertion. Il est né autour du problème de la démocratisation. Et donc vous voyez qu'au XIXe siècle, comme au XXe siècle, l'économie sociale et solidaire ressurgit autour du problème de la démocratisation et non pas autour de problèmes qui seraient ceux du chômage et de l'exclusion seulement. Et dans ce moment-là, en fait, on va avoir de nouvelles façons de faire qui vont commencer à poindre. Moi, je peux prendre l'exemple sur lequel j'ai travaillé au début des années 80. Au début des années 80, on a travaillé pendant plusieurs années dans le réseau des missions locales pour les jeunes, sur tout un ensemble de projets qu'avaient des jeunes qui ne voulaient plus, en fait, rédiger leur CV pour se présenter devant les entreprises, mais qui voulaient mettre en œuvre des projets collectifs. On a fait un tour de France pendant 2 ans, on a fait une revue qui s'appelait Jeunes et Acteurs pour échanger entre tous ces projets-là. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait des projets de ce qu'on pouvait désigner comme désignation un peu générique, comme des services de proximité. Les gens voulaient organiser des services de proximité. Et vous voyez que là, il y a aussi une rencontre qui n'avait pas forcément eu lieu précédemment avec l'économie sociale, entre des besoins et un territoire sur lequel on va répondre à ces besoins. En fait, les services de proximité, ça manifeste que, alors que dans l'économie sociale, on pensait organisation et entreprise, on peut penser aussi initiative et territoire. Et je pense que c'est ça qu'a apporté finalement l'économie solidaire en complément, et c'est pour ça que justement, c'est très complémentaire de l'économie sociale, et à mon sens, il faut prendre au sérieux cette appellation économie sociale et solidaire. C'est-à-dire ne pas considérer que l'économie solidaire, ce sont quelques personnes sympathiques mais marginales qui s'occupent des chômeurs et des pauvres, mais que c'est véritablement une manière d'enrichir l'approche de l'économie sociale et de poser aussi de nouvelles questions qui sont les questions pour demain et les questions qu'aura à résoudre l'ensemble de l'économie sociale et solidaire. Bon, j'arrête pendant qu'il est encore temps et on pourra continuer là-dessus. On va peut-être prendre des questions et après creuser peut-être sur 2 points d'articulation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette mise en perspective rapide et synthétique de l'histoire, par rapport à l'histoire du mouvement? Est-ce qu'il y en a en visio peut-être? Non? Pas de questions? Non? C'était limpide. Oui? Oui. Il y a quelqu'un qui a... Non? J'avais peut-être 2 éléments par rapport à l'ensemble de la présentation. Peut-être préciser, si vous pouvez, l'articulation justement avec le territoire. Donc, en gros, l'économie sociale et solidaire et le développement local. Quelle articulation vous y voyez? Et celle aussi avec l'éducation populaire. On le voit dans l'ouvrage, comment à un moment donné, ça nous questionne, il y a ces articulations possibles avec l'éduc-pop et le développement local. D'accord. Écoutez, c'est ce que je commençais à évoquer à l'instant, c'est-à-dire que vous prenez l'un des grands ouvrages sur l'économie sociale, celui de Claude Viennet. Moi, j'ai commencé à faire des études sur ces questions avec Claude, et donc je me souviens bien de l'approche qu'il avait, qui est une approche de référence sur l'économie sociale. Il n'y a pas un mot sur le territoire dans son ouvrage, parce qu'effectivement, ce qui caractérise fort bien, c'est des organisations et des entreprises qui ont des spécificités par rapport aux entreprises capitalistes. Et je crois que, justement, ce qu'on fait entrer des initiatives dans la décennie 70 et dans la décennie 80, c'est ce maillage avec le territoire. Je vais prendre un exemple, parce que je pense que c'est encore mieux quand on illustre, les régies de quartier. Les régies de quartier, elles naissent dans une lutte urbaine à Roubaix, où les gens finalement vont être expulsés de leur quartier parce qu'on va tout refaire et que ça va devenir trop cher pour eux. Et à partir de ça, ils s'organisent. Et ils s'organisent, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'organisent tout de suite
avec un atelier populaire d'urbanisme, et ça nous amène à la seconde facette de la question sur l'éducation populaire, parce que les habitants ont besoin d'experts, mais pas d'experts qui leur ramènent la vérité, d'experts qui travaillent avec eux pour justement essayer de voir comment est-ce que l'on peut mettre ensemble pour trouver de nouvelles solutions, à la fois des savoirs académiques et aussi des savoirs d'expérience, des savoirs expérientiels que ont les habitants. Et à partir de cette première expérience, il va y avoir l'idée de créer des associations qui soient des associations particulières parce qu'elles auraient plusieurs catégories de membres, des membres qui sont des habitants, des membres qui sont des bailleurs sociaux et des membres qui sont la municipalité. Donc là, vous voyez qu'il y a une sorte de façon de faire le pont entre l'initiative citoyenne et les pouvoirs publics, à travers une association qui va essayer finalement de trouver des synthèses pour faire que ce qui relève de l'entretien ou la maintenance du quartier, ça ne soit pas fait par des entreprises qui viennent de l'extérieur, mais ça soit fait avec les habitants qui sont les meilleurs experts de leur quartier. Et que ce soit eux aussi qui puissent avoir des créations d'emplois qui les concernent dans ces activités qu'ils vont mettre en œuvre pendant l'ensemble des activités qu'ils vont devoir mener. Je vais essayer d'éteindre ça d'une main. Donc vous voyez, l'idée c'est qu'il puisse y avoir une façon de faire association, une façon de faire action collective qui soit aussi en fonction du territoire sur lequel on se situe. Et de plus en plus, on va avoir des expériences qui vont se développer dans ce registre-là. On peut prendre d'autres exemples qui sont apparus un peu plus tard dans l'histoire, mais qui aujourd'hui sont relativement en train de se diffuser à une vitesse très importante. C'est par exemple tout ce qui relève des circuits courts alimentaires. Comment est-ce qu'il est possible finalement d'organiser. Je vais prendre un exemple là aussi, parce que là encore c'est toujours mieux avec un petit exemple. Une association dans le Finistère, 1200 salariés, qui fait plusieurs milliers de repas par jour, et qui se rend compte que Sodexo, à qui elle sous-traite son service de restauration, importe des porcs de Pologne. On est dans le Finistère. Donc il faut quand même le faire. Et bien, ils disent, ça suffit, quoi. On va faire autrement. Et donc, ils créent une société coopérative d'intérêt collectif pour que dans cette restauration collective, ça soit pris en charge par les salariés qui y travaillent, par les consommateurs qui y ont recours tous les jours, et par les producteurs locaux avec lesquels on va passer des accords en circuit court pour qu'ils puissent finalement fournir aussi cette restauration collective. Ce sont des changements qui sont modestes, mais vous voyez, ça relève bien de cette logique selon laquelle il est possible de faire des croisements pertinents parce qu'on rentre par le territoire. Et parce qu'au niveau du territoire, il est possible de faire des alliances. La même expérience, une association quand même bien implantée, 1200 emplois dans le Finistère, ça compte. C'est l'une des plus grosses entreprises, cette association du territoire. Eh bien, elle a fait aussi alliance avec tout un ensemble de petites structures dans la garde d'enfants, qui étaient au départ des structures à participation parentale, qui en fait n'y arrivaient pas bien parce que de plus en plus c'est très technique, il faut répondre à tout un ensemble de normes, et ils ont proposé finalement d'accueillir toute cette structure pour qu'ils aient moins de soucis de gestion, sachant qu'une grosse association, elle a des procédures pour pouvoir gérer et qu'ils puissent se concentrer sur ce pourquoi les parents et les professionnels étaient là, c'est-à-dire d'améliorer la qualité du service de la petite enfance. Je pense que là aussi, c'est des solutions qui viennent des complémentarités au sein de l'économie sociale et solidaire et qui sont à mettre en rapport, on va faire un travail là-dessus avec le mouvement associatif, à mettre en rapport avec les scandales que l'on connaît dans les réseaux de franchise privée. Il faut quand même voir ce qui se passe aujourd'hui
Après les EHPAD, le scandale qui est celui d'aujourd'hui, c'est celui des réseaux comme People and Baby, qui font de nos enfants des marchandises après que Orpea et d'autres aient fait de nos parents des marchandises. Donc on est dans une situation dans laquelle je crois qu'il faut aussi qu'on prenne plus la parole sur le fait qu'il y a aujourd'hui des dérives liées à la lucrativité extrême d'un certain nombre de grands groupes et qu'un certain nombre de responsables politiques, ils l'avouent eux-mêmes aujourd'hui, en discutant avec un président de directeur de département, ce président me disait « on s'est fait avoir » par le bluff des grands groupes privés qui nous ont promis qu'on allait s'occuper de manière professionnelle des plus âgés, et en fait, ils les ont considérés comme des marchandises. Et donc, je crois que c'est aussi ça l'économie sociale et solidaire, c'est une économie sociale et solidaire qui, parce qu'elle n'est pas soumise aux pressions qui sont ceux aujourd'hui du marché international des capitaux, ont des possibilités de produire des solutions qui restent humaines dans un monde qui est de plus en plus standardisé et inhumain. Oh, bravo. Du coup, ça, dans les différentes thématiques, on le voit bien dans l'ouvrage, il y a les crèches parentales, peut-être des choses d'emblée que certains acteurs ne mettraient pas, comme les régies de quartier dans l'économie sociale et solidaire, pour certains plus éloignés. Donc il y a toutes ces expériences-là qui sont présentées dans le bouquin, avec des petites contributions qu'on peut lire les unes après les autres. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Visio, salle? Non? Peut-être pour, avant de revoir ce que faisaient les étudiants sur la revue, peut-être pour conclure plus sur cette approche historique, sur les articulations, de cette histoire-là, comment elle nous permet, mais vous l'avez un peu dit déjà dans votre intervention, de décrypter les enjeux actuels, vous êtes en train de me dire par rapport à la marchandisation, les EHPAD, mais comment on pourrait se projeter davantage par rapport à cette leçon de l'expérience, si on peut dire, de l'histoire de ce mouvement-là? En gros, je pense que la question auquel on peut s'intéresser tout à l'heure, sinon tout de suite, c'est quels sont les scénarios, quel rôle peut jouer l'économie sociale et solidaire dans l'économie et dans le monde de demain. Et là, je pense qu'il y a quelques scénarios très contrastés qu'on nous propose et qu'il est peut-être intéressant de balayer ensemble. Ce que je veux dire avant d'en arriver là, c'est que tout ce mouvement que je décrivais jusque dans les années 80, il a été balayé par l'avènement d'un nouveau courant de pensée économique, représenté par des auteurs fameux comme Frédéric Hayek ou Milton Friedman, qui ont pris la contre-pied de la déclaration de Philadelphie pour arriver à la signature en 1989 de ce qu'on va appeler le consensus de Washington, qui est exactement une proposition inverse à la déclaration de Philadelphie. La déclaration de Philadelphie nous disait le développement économique ne vaut que s'il est au service du développement social. Ce que nous disent ce qu'on va appeler les néolibéraux, c'est le social coûte trop cher, ça suffit. Il faut maintenant redonner la priorité à la concurrence, à la compétitivité économique, donc déréglementer, déréguler, reprivatiser pour arriver à réduire le périmètre de l'intervention publique. Et on est, depuis la fin des années 80, en Europe, parce que ça a commencé plus tôt dans d'autres continents. Je rappellerai simplement que le premier laboratoire du néolibéralisme historiquement, c'est le Chili de Pinochet. C'est la première fois qu'on a appliqué ces préconisations de manière nationale et qu'ensuite on a vu ce qui s'est passé avec les programmes d'ajustement structurel en Afrique, puis avec les programmes d'austérité en Europe. Et donc, ce dogmatisme de marché qui règne depuis quelques décennies, aujourd'hui, nous amène à une position qui est intenable. C'est-à-dire que ce néolibéralisme qui se présentait en fait comme une vision qui était uniquement une vision basée sur la concurrence, est à bout de souffle. Et quand il est à bout de souffle, c'est comme une bête blessée, il est dangereux. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui
que la menace, c'est qu'on passe d'un néolibéralisme soft à un néolibéralisme autoritaire. Et justement, je crois que l'économie sociale et solidaire doit se faire entendre plus parce que aujourd'hui, elle représente un contre-modèle qui est en augmentation partout dans le monde et que ce contre-modèle, justement, il veut rétablir une possibilité de démocratisation de l'économie, comme on le disait tout à l'heure, qui va à l'encontre de ce qui est préconisé dans le modèle qui ne vaut que par la concurrence. Et c'est ça, je crois, qui est l'enjeu essentiel aujourd'hui. C'est aussi ça, la raison pour laquelle l'économie sociale et solidaire n'est pas vraiment reconnue. Parce que, si vous voulez, là aussi, il y a une manière un peu trop gentillette de poser la question. C'est-à-dire que, oui, l'économie sociale et solidaire, elle ne se fait pas bien connaître parce qu'elle ne communique pas assez bien. Tu parles. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de communiquer mieux. Il s'agit qu'il y a des oppositions aujourd'hui des principaux cercles de pouvoir économique et politique à l'économie sociale et solidaire. C'est clair. Parce que cette économie menace le système de pouvoir qui domine aujourd'hui. Et donc, je crois qu'il est nécessaire de s'organiser en fonction de cette opposition et de plus la nier. Parce que le problème de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'elle a trop oscillé entre solidarité démocratique et solidarité philanthropique, et elle a trop oscillé entre l'idée de dire « je suis une alternative au capitalisme », mais en restant de manière vague, et qu'elle a procédé très souvent par mimétisme par rapport à ce capitalisme. Et donc, je crois que c'est pour être crédible, il est nécessaire d'être clair. Et donc, soit il s'agit d'un système qui est un système qui propose une alternative, à partir du moment où, dans de nombreux pays, il représente 10% de l'activité économique globale, il peut y prétendre à représenter la seule alternative qui est déjà en œuvre de manière quantitativement représentative, ou il peut continuer à être ballotté dans l'idée de se faire bien voir du système dominant et d'avoir les recettes qui sont les mêmes que celles du système dominant. Et ce que je dis, c'est très concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les responsables d'associations, par exemple, soit ils choisissent de faire le même management que l'entreprise privée lucrative, et à ce moment-là, ils se retrouvent devant les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à recruter, dans les métiers du travail social, de la cohésion sociale, les métiers qu'on appelle aussi les métiers du lien. Aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui veulent se faire recruter. Donc soit on continue comme ça, et effectivement, l'économie sociale et solidaire va connaître les mêmes problèmes que le reste de l'économie, soit au contraire, on gère d'une autre façon le rapport aux salariés et aux usagers dans les associations d'économie sociale et solidaire, et là, leur spécificité va à nouveau être plus visible pour l'ensemble des personnes concernées. Mais on voit que là encore, il y a des oscillations entre les deux. Est-ce qu'il ne faut pas se mouler finalement dans les normes qui sont proposées, ou est-ce que l'on peut innover avec les salariés et les usagers pour faire autrement? Je pense que c'est au cœur aussi de la légitimité à venir de l'économie sociale et solidaire. Ok. Oui, ça montre toute l'ambiguïté de la définition du périmètre et de la posture politique. Y a-t-il des questions? J'en ai deux. Chouette, une question. Il y en a deux même. Et pareil pour la visio, si vous voulez, on vous voit. Est-ce que l'idée même de l'économie sociale et solidaire n'est pas enfermée dans un concept de gauche? Est-ce que c'est pas dangereux d'avoir, d'une certaine façon, cette pseudo-limitation? Et puis inversement, je donne mon avis, quand je vois la démocratie qui se donne à plein dans le capitalisme, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et nous avons une fonction, nous, dans l'économie sociale et solidaire, c'est de rééquilibrer tout ça, donner du sens. J'ai une deuxième question que je pose, je le vois comme ça. C'est-à-dire que leur métier, ils sont capables de l'abandonner dans l'heure.
à 5 heures du matin. Parce que pour eux, ça n'a plus de sens. Je crois qu'il leur faut quelque chose de plus. Et là, l'économie sociale et solidaire, on pourrait surfer là-dessus. Moi, je me demandais comment, en fait, l'URSS pouvait être plus au sérieux, alors même qu'elle est subordonnée d'une certaine manière à l'État, ne serait-ce que par exemple pour les financements ou ce genre de choses. Y a-t-il d'autres questions ? Moi, je vais commencer par répondre à la vôtre parce que ça m'amène à réagir assez vite. Moi, j'entends souvent ça. L'économie sociale et solidaire serait dépendante à l'État. Alors, ça voudrait dire que le marché, lui, ne crée pas de dépendance ? Ah bon ? Faut quand même voir que, de toute façon, personne n'est indépendant. On est toujours dépendant, soit par rapport au marché, soit par rapport à l'État. Et est-ce qu'il serait illégitime qu'une économie qui a une dimension d'utilité sociale et d'intérêt général puisse être en partie financée par des impôts et des cotisations sociales qui viennent des citoyens? Enfin, je veux dire, ce n'est pas l'État qui finance. Ce qui existe, c'est un mécanisme ancré sur la démocratie représentative, qui est un mécanisme de redistribution publique fondé sur des droits. Et moi, je préfère un mécanisme de redistribution fondé sur la démocratie représentative. Après, on peut critiquer la démocratie représentative, ça on est d'accord. Mais au moins, là, il y a un ancrage démocratique. Je préfère ça à la plutocratie. Parce que moi, quand Arnaud donne 100 balles pour les Restos du Cœur, je regrette, mais ça me fait vomir. Parce que c'est vraiment pas le modèle social que nous souhaitons pour nos enfants de demain. Et si on traite les questions comme ça, effectivement, je pense qu'on va retomber dans des ornières qui vont nous amener dans une crise démocratique de plus en plus forte. Et donc, arrêtons de dire que l'économie sociale et solidaire est dépendante des financements d'État. Nous, on a fait dès 1997 avec Jean Gadret une étude régionale sur où vont les financements publics dans une région qui s'appelait à l'époque le Nord-Pas-de-Calais. Je peux vous dire que ce n'est pas l'économie sociale et solidaire qui bénéficie des fonds publics. Ensuite, dans les années 2000, qui c'est qui a bénéficié des fonds publics? C'est les banques, quand même, avant tout. Donc on arrête de demander à une association d'insertion, quand elle touche 200 €, de justifier ça 50 fois par des critères d'impact social et d'utilité sociale, et qu'on donne des milliards et des dizaines de milliards à des banques sans leur demander rien du tout. Donc c'est là où sont les vrais problèmes de dépendance. Et il faut arrêter de penser qu'il n'y aurait pas une possibilité de se financer sur des fonds publics venus des citoyens qui soit aussi légitime qu'une façon de se financer sur le marché. C'est aussi un apport de l'économie sociale et solidaire dans les dernières décennies. C'est d'avoir montré que finalement, il y a beaucoup d'activités qui se financent par ce qu'on pourrait appeler une hybridation des économies. C'est-à-dire une partie de vente sur le marché. Mais si vous faites des crèches, on parlait ça tout à l'heure, uniquement avec des ventes de marché, vous créez des services élitistes uniquement pour les clientèles solvables qui peuvent payer. Donc, il faut qu'il y ait une intervention publique pour que vos services y soient accessibles à tous. Et en même temps, il est important également qu'il y ait des engagements bénévoles pour que les bénévoles puissent aussi apporter des éléments à l'ensemble du fonctionnement. Et il contribue de ce fait aussi à une baisse des coûts qui fait qu'un certain nombre de crèches que l'on avait appelées à l'époque parentales, que l'on n'appelle plus vraiment comme ça, mais qui restent dans cette dynamique, coûtent moins cher que des investissements qui sont faits dans des entreprises privées lucratives. Donc cette question de la dépendance me semble à reposer à travers une interrogation sur l'ensemble de l'économie. Comment ça fonctionne l'ensemble de l'économie? Et il faut se sortir de la tête ce qu'on nous a fait endosser depuis 2 siècles, c'est-à-dire qu'il y aurait une économie créatrice de richesse qui serait le capitalisme marchand et que les autres économies seraient des économies parasitaires parce qu'elles auraient besoin de fonds publics. Non. Si un certain nombre de structures ont besoin de fonds publics, c'est parce qu'elles veulent que leurs services soient accessibles à toutes et à tous. Donc c'est légitime. Mais on s'est fait enfermer dans notre vision de l'économie par la vision dominante, y compris dans l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on va penser qu'on n'est pas productif parce
on a recours à des financements publics. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Essayons de serrer les problèmes et de parler d'économie en dehors des prismes idéologiques. C'est-à-dire qui fait quoi, et tenons compte aussi des écrits féministes. Les écrits féministes, ils nous disent quoi? Ils nous disent que notre économie marchande, elle ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas l'équivalent à peu près du produit national brut qui était fait gratuitement dans les familles par les femmes, en matière de ce qu'on appelait souvent les activités de soins, les activités de care, que ce soit pour les jeunes enfants ou les personnes les plus âgées. S'il n'y avait pas cette économie non monétaire dont personne ne tient compte, ben l'économie marchande, elle s'effondrerait demain, parce que c'est à travers ce biais-là que les gens sont socialisés, qu'ils sont en partie éduqués, ensuite c'est relayé par l'école, mais il y a une fonction de socialisation première. Tout ça c'est fait gratuitement. Alors le problème c'est que ce soit mieux réparti entre les sexes, que ce soit moins inégalitaire, mais il faut tenir compte aussi de ce que l'économie non monétaire, ça fait partie de l'économie. Et il faut arrêter. Il y a un grand auteur, pour moi l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, qui s'appelle Karl Polanyi, qui a dit que le grand problème de notre société, c'est ce qu'il appelle le sophisme économiste, c'est-à-dire ce qu'on nous a rabattu dans les oreilles, et on le fait encore aujourd'hui tous les jours dans les médias, c'est-à-dire le fait que l'économie moderne, ce serait l'économie marchande. C'est faux. On a besoin, on aime ça. Ce qui est problématique, c'est cette figure du marché tout-puissant qui serait un marché autorégulateur autour de l'offre et de la demande. Ça n'existe pas dans les faits. Mais ça a été enseigné dans toutes les facultés d'économie comme étant l'économie moderne. Or ça, c'est factuellement contestable. C'est factuellement faux. Et donc, essayons de faire de l'économie avec un peu plus d'éléments concrets et pas forcément les visions idéologiques qu'on a essayé de nous inculquer. Ensuite, est-ce que c'est mal que l'économie sociale et solidaire soit de gauche? Il faut bien voir que le clivage droite-gauche, il correspond à quelque chose dans nos sociétés. C'est-à-dire que vous avez des grands auteurs comme Norberto Bobbio qui a défendu l'idée que ce qui était l'identité de la gauche, c'est de vouloir toujours concilier liberté et égalité, alors que la droite se contente de la liberté. Bon, si c'est ça la gauche, moi ça ne me gêne pas que l'économie sociale et solidaire soit de gauche, puisque justement elle essaie de concilier la liberté et l'égalité depuis le début. Et elle ne se focalise pas sur la seule liberté du renard dans le poulailler. Après, le problème que vous notez à juste titre, c'est pas celui de la droite ou de la gauche, c'est celle d'un certain clientélisme politique qui a pu exister dans l'économie sociale et solidaire. Alors ça, c'est un problème, par contre. Là, je suis d'accord avec vous. S'il s'agit d'être de gauche parce qu'on essaye de magouiller avec les politiciens de gauche, là, c'est un problème, oui. Mais s'il s'agit véritablement de correspondre à un problème plus de société, c'est-à-dire de conciliation de la liberté et de l'égalité, là, je ne vois pas où est le problème. Et qu'on le veuille ou non, si vous voulez, il y a une manière de se situer dans le débat politique qui fait qu'à mon sens, on ne peut pas dire que les notions de droite et de gauche soient dépassées. Et que malheureusement, elles ne sont pas encore dépassées. Après, je ne suis pas sûr d'avoir saisi vraiment votre question. Il faudrait peut-être que vous l'explicitiez un peu plus pour que je ne fasse pas d'erreur. Je pense qu'il faut là aussi ne pas se satisfaire du discours à la Alain Minck. C'est-à-dire le discours qu'on a entendu, là encore, comme des violons pendant les dernières décennies du XXe siècle, c'est-à-dire que le marché et la démocratie, ça aurait toujours été ensemble et que finalement, l'histoire aurait jugé et que le marché et la démocratie seraient la fin de l'histoire. C'est la version Fukuyama. Non, quand on regarde la réalité depuis 2 siècles, moi je suis beaucoup plus près d'Habermas, c'est-à-dire que Habermas, il dit de manière qui me semble très réaliste, il y a toujours eu une tension qui sera irréductible entre capitalisme et démocratie.
Et on pourrait refaire notre histoire, là on a été très vite, mais on pourrait refaire l'histoire pas à pas depuis 2 siècles. Parce qu'il y a eu des moments où c'est la dynamique démocratique qui a pris le dessus, et il y a d'autres moments où c'est la dynamique capitaliste qui a pris le dessus. Mais c'est toujours l'un au détriment de l'autre. Hein, c'est-à-dire que le capitalisme est un système qui n'est pas démocratique. Hein. Et c'est pour ça que moi je ne me satisfais pas d'une plutocratie qui remplacerait la démocratie. Et donc je ne me satisfais pas de la néophilanthropie. Parce qu'à ce moment-là, il y a un certain nombre de problèmes qui me paraissent majeurs. Moi, ça me gêne, je ne sais pas vous, parlons-en, que la fondation Bill et Melinda Gates ait aujourd'hui plus d'argent à investir sur la santé en Afrique que l'Organisation mondiale de la santé. Moi, ça me gêne. Parce que je crois que ce sont des problèmes publics qui doivent être résolus de manière publique et pas par la bienveillance de quelques investisseurs privés qu'ils soient, et peu importe que l'investisseur privé soit cynique ou qu'il soit véritablement soucieux des problèmes auxquels il s'attaque. C'est que ce que nous avions gagné au XXe siècle, c'est que c'est la démocratie qui devait affecter les ressources sociales. Et je ne voudrais pas qu'on le perde au XXIe siècle. Par contre, je pense qu'il y a aujourd'hui un horizon qui doit être mobilisateur, c'est que pourquoi l'État social a été remis en cause par le néolibéralisme? Parce que l'État social s'était bureaucratisé et que donc les usagers ne l'ont pas défendu. Donc il ne s'agit pas de revenir à la bureaucratie antérieure, il s'agit de trouver une nouvelle forme de solidarité qui allie des droits fondés sur la démocratie représentative et la redistribution publique avec une prise en compte des actions citoyennes. Et c'est pour ça que moi je travaille en ce moment, on mène par exemple une recherche avec des collectivités locales, des responsables associatifs et des chercheurs autour des nouvelles formes de co-construction de l'action publique au niveau local et régional. Parce qu'il y a des exemples aujourd'hui, en France et dans d'autres pays, d'un regain de la solidarité démocratique à travers une nouvelle combinaison entre l'action citoyenne, les réseaux associatifs d'un territoire et l'action des pouvoirs publics. Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans avec la municipalité de Barcelone et je pense qu'il y a eu des avancées qui ont été faites pendant ces 2 mandats sur la manière dont on peut effectivement rapprocher la démocratie des citoyens. Et si on veut éviter le néolibéralisme autoritaire ou les démagogies extrémistes, je pense que c'est là-dessus que l'on doit parier et que ça redonne justement un rôle à l'économie sociale et solidaire, aussi dans la défense et l'approfondissement de la démocratie. Vous avez utilisé à plusieurs reprises le mot association, puis ESS, puis association, puis ESS. J'imagine que dans votre esprit, les deux ne se mélangent pas tout à fait. En tout cas, je me demandais si une des difficultés, finalement, tant pour les associations que pour l'ESS, de manière plus globale, n'était pas finalement qu'on parle de ces 2 entités comme étant un bloc complètement homogène et qui poursuivrait des buts identiques et qui défendrait les mêmes enjeux. C'est peut-être moins flagrant pour les associations, encore que il me semble que dans l'ESS, il y a aussi un certain nombre de secteurs d'activité et d'acteurs qui sont plus proches de modèles économiques et qui se complaisent parfaitement dans le modèle capitaliste. Il faut parler de grandes coopératives agricoles, et qui, pour le coup, est-ce que ça, c'est pas un frein aussi, à un moment donné, à s'habiller d'une vertu, je ne sais pas comment il faut le dire, en tout cas, d'avoir une identité claire, massive, et qui ne laisse aucun doute sur la nature même de ce qu'est l'ESS ou ce qu'est le milieu associatif? J'ai 2 questions. Une première, vous avez évoqué au tout début de votre intervention le lien entre ESS et transition écologique. Et donc aujourd'hui, la problématique environnementale est vraiment au cœur de toutes les sociétés de notre planète. Et en fait, je voulais savoir si vous pouviez revenir sur ce lien entre ESS et questions environnementales, parce que pour moi, j'ai l'impression que les structures de l'ESS sont les plus impliquées par rapport à ces questions. Et puis, vous avez évoqué il y a quelques minutes le problème du PNB
le bien-être, etc. Je voulais savoir si l'ESS travaillait à la construction d'un indicateur qui prend en compte ce bien-être. Je commence par ce que vous disiez. Alors c'est vrai que ce que je dois préciser, c'est quand je parle d'association, je ne parle pas du statut de l'association loi de 1901. Je parle d'un principe d'association. Hein, c'est un peu ce à quoi je faisais référence dans l'histoire. C'est que pour moi, il y a un principe d'association qui ne se réduit pas au statut associatif et qu'on pourrait appeler aussi principe de coopération ou principe de mutualité. Hein, à ce moment-là, c'est équivalent. Hein, mais si vous voulez, c'est le fait que des citoyennes et des citoyens, parce qu'ils sont en démocratie, peuvent s'auto-organiser collectivement sur les principes de la liberté et de l'égalité. Et c'est ça qui fait principe d'association. Après, il y a l'association dans l'économie sociale et solidaire. Et là, je pense que c'est un petit problème de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que si on regarde la théorie classique de l'économie sociale, le modèle central de la théorie, c'est la coopérative, pour des raisons qu'on peut facilement expliquer. Or, aujourd'hui, si vous voulez, qu'on le veuille ou non, 80% de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire, c'est les associations. Donc, je reparle de l'ouvrage de Claude Viennet, dans lequel les associations étaient à peine mentionnées. Aujourd'hui, c'est plus possible de faire comme si les associations ne jouaient pas un rôle majeur dans l'économie sociale et solidaire. Hein, c'est comme il est impossible de faire comme si l'économie sociale et solidaire, dans l'intégralité du monde aujourd'hui, c'est 70% des femmes. Et en fait, ça n'intéresse pas grand monde dans l'économie sociale et solidaire en France. Et je pense que c'est un problème. Et donc, vous avez raison d'insister sur le fait qu'il y a aujourd'hui des tensions dont il faut parler. Je me rappelle quand on avait fait les États généraux de l'économie sociale et solidaire en 2011, d'un débat entre les coopératives agricoles et la Fédération de l'agriculture biologique. Quel modèle de société ils partagent? Aujourd'hui, on discutait avec les gens de la Cresse-Bretagne sur un texte qu'ont fait des représentants de l'économie sociale et solidaire de Lannion, qui demande à ce que les coopératives agricoles soient exclues de l'économie sociale et solidaire parce qu'elles défendent en Bretagne un modèle productiviste qui leur semble aller à l'encontre des transitions nécessaires. Et ce n'est pas des problèmes faciles, mais discutons-en avant qu'on nous les renvoie dans la figure. Parce que, effectivement, une économie sociale et solidaire qui a à la fois en son sein des coopératives agricoles qui utilisent un certain nombre de moyens qui ont été mis en évidence dans des enquêtes récentes et une économie sociale et solidaire qui veut être le principal vecteur de la transition, ça pose problème. Je ne dis pas qu'il faut exclure les coopératives agricoles, je ne partage pas forcément cette idée qu'il faille exclure. Mais en tout cas, il est nécessaire que l'on en discute. Et on va créer, j'en profite pour vous inviter, si vous êtes intéressé et disponible, on va créer un séminaire au CNAM avec ESS France, dans lequel on va discuter de ces questions-là, avec les principaux représentants de ces deux façons de penser, parce que nous croyons que l'économie sociale et solidaire a tout intérêt à aborder les questions qui fâchent. Et de ne pas faire croire qu'il suffit d'être dans un statut d'économie sociale et solidaire pour être sympa, quoi. Non. Et donc ça renvoie aussi à l'insuffisance d'une définition qui ne reposerait que sur des statuts et qui ne tiendrait pas en compte le fait qu'une multiplicité d'organisations de l'économie sociale et solidaire ont connu un alignement sur le capitalisme tout en gardant des statuts qui sont pourtant des statuts coopératifs ou mutualistes ou associatifs. Donc il y a des problèmes dont il vaudrait mieux discuter franchement avant qu'on ne s'en serve pour délégitimer l'ensemble de l'économie sociale et solidaire.
Alors, je pense que c'est l'un des éléments que vous retrouverez dans cet ouvrage, si je ne m'abuse, c'est que, contrairement à ce que l'on a dit là aussi souvent, l'économie solidaire est née aussi autour du mouvement écologique. Pas seulement, mais entre autres autour du mouvement écologique. Et là aussi, cette histoire trop souvent colportée selon laquelle l'économie solidaire c'est l'insertion, n'intègre pas du tout ces éléments-là. Moi, je me souviens avoir fait des enquêtes dès les années 70 avec des bureaux d'études en matière d'énergie renouvelable qui essayaient de s'organiser en coopérative avec tout un ensemble d'initiatives. Je me rappelle avoir discuté avec des gens d'une coopérative qui s'appelait Soleil Vert, qui essayait de mettre en place des formes d'énergie alternative. Donc il y a eu cette sensibilité qui a été très présente dans l'émergence de l'économie solidaire. Et effectivement, ça a été un peu occulté, ça aussi. Et je pense que c'est pour ça aussi que cette économie peut être crédible au regard d'un certain nombre des exigences de la transition aujourd'hui, mais à condition de se réapproprier sa propre histoire. Parce que même au sein de l'économie sociale et solidaire, très souvent, ça, on l'a oublié. C'est-à-dire le fait que les préoccupations écologiques ont été un des éléments moteurs de l'économie solidaire dès les années 70. Qui se souvient de ça? Pas si grand monde que ça. Et donc je pense que c'est en revenant sur l'histoire aussi qu'on peut peut-être avoir des arguments pour l'avenir. En ce qui concerne le PNB, alors les indicateurs de richesse, il y a un travail qui se fait au niveau général sur les nouveaux indicateurs de richesse. Je parlais tout à l'heure de Jean Gadret, en passant, c'est l'un des principaux artisans de cette ligne théorique. Ce qui va concerner en tout cas directement l'économie sociale et solidaire, c'est ce qui se met en place au niveau international. C'est-à-dire quand il y a aujourd'hui un risque pour l'ensemble de l'économie sociale et solidaire dans le monde, c'est d'être identifié avec une économie à impact. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un ensemble de cabinets de consultants qui ont une panoplie déjà de recettes qui sont prêtes pour aller évaluer l'impact d'un certain nombre d'entreprises et qui vont essayer d'œuvrer. Ils sont très bien placés dans un certain nombre de cercles de décision au niveau national et international pour que l'économie sociale et solidaire ne soit plus qu'une économie à impact. Et donc, que ça donne des marchés énormes pour aller mesurer les impacts. Et c'est ça dans lequel, je pense, l'économie sociale et solidaire devrait se préparer. C'est-à-dire de ne pas accepter les mesures d'impact qui vont être faites par des cabinets conseils, auxquels on a beaucoup recours, comme vous le savez, depuis quelques années, et qui sont très loin des préoccupations quotidiennes des gens. Et donc moi je crois qu'il faut qu'on accélère, qu'on encourage tout un ensemble de méthodologies qui sont en train d'être faites dans certains réseaux associatifs, coopératifs, mutualistes, sur d'autres manières de mesurer l'apport de ces organisations à la société et pas forcément réduire ceci à une mesure d'impact telle qu'elle va être proposée par tout un ensemble de cabinets conseils. Ça, je pense que... Et après, il y a le lien de ça avec les mesures macro et les indicateurs au niveau macroéconomique. Et ça, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que ce sont deux débats qui sont très déconnectés. Comment on mesure finalement au niveau microéconomique les résultats qui sont générés par une organisation et comment on mesure au niveau macroéconomique les résultats qui sont les résultats que l'on peut dégager au niveau national. En tout cas, ce qui me semble, c'est qu'il conviendrait aussi de ne pas se focaliser uniquement sur l'exigence de justification de l'ESS, mais sur l'exigence de justification de tous les secteurs d'activité, quel que soit leur statut. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que ce qu'on appelle en économie les externalités négatives, c'est-à-dire tous les effets désastreux que certains
pans de l'économie font peser sur la collectivité méritent d'être mieux aussi cernés, y compris quantitativement. Et là aussi, on manque beaucoup d'informations encore aujourd'hui. Ok, il y a une autre question. Alors, ce sont deux questions plutôt de demande de conseil, on va dire. On est tous ici dans la salle, on défend tous l'ESS du mieux qu'on peut. Et moi, je me heurte à deux problèmes. Le premier problème, on l'a évoqué déjà un peu, les limites de l'ESS. Quand on a découvert l'économie sociale et solidaire, parce qu'il faut dire que dans la vie de tous les jours, j'ai découvert l'ESS en arrivant à l'ENGN, avant je ne savais pas ce que c'était. Donc on a bien compris les contours, on connaît la définition, et on se heurte tout le temps, finalement, à des exemples qui... on se rend compte que les limites ne sont pas si simples que ça. On vient de parler des grosses coopératives agricoles, c'est difficile de défendre ça quand on parle de l'ESS. On est aussi des gros groupes mutualistes, on a une façon de fonctionner qui est très loin des petites associations qu'on côtoie, par exemple, en siège dans des CRES. Et on voit arriver maintenant dans plein de labels différents, ESUS, et entreprises à mission, et Impact, et les SCES, maintenant, les sociétés commerciales de l'ESS. Donc voilà, moi je me heurte à ça, je me dis, est-ce qu'on doit toujours continuer à défendre ce modèle, cette définition qu'on a avec ces 4 types d'entreprises, ou est-ce qu'on doit vraiment s'ouvrir à tout ce qui arrive, quoi, parce que ça change, et le titre le dit, c'est en mouvement, donc voilà, est-ce que voilà, c'est vraiment un problème. Et mon deuxième problème, moi, c'est le terme même d'économie sociale et solidaire. On se rend compte que dès qu'on dit ça, de toute façon, dans la tête de beaucoup de gens, ben, ça se résume à l'épicerie solidaire du coin. Voilà. Et on souffre en fait de cette dénomination. Et je me demande s'il n'y a pas eu un jour des gens qui ont réfléchi. Moi, vous employez le terme de co-construction. Je trouve que ça fait plus positif quand on arrive et qu'on parle de ça. On est des entreprises qu'on construit ensemble. Voilà. L'économie solidaire, quand on arrive devant un public qui ne sait pas ce que c'est, eh ben, il y a souvent un côté négatif en fait, qui ressort. Voilà, ils pensent à l'épicerie tout train, l'insertion, etc. Mais le côté positif de toutes nos organisations, il n'apparaît pas vraiment clairement dans la dénomination. Peut-être que vous avez réfléchi. C'est des interrogations qu'on peut partager. Hein. Simplement, moi, pour suivre ça depuis plusieurs décennies, hein, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a une appellation qui maintenant est stabilisée au niveau mondial, qui est l'économie sociale et solidaire. Donc moi, je veux bien qu'on change, mais ça nous a mis 30 ou 40 ans pour arriver à ce que ça soit présent, à ce que ce soit reconnu dans un certain nombre d'organisations, l'ONU ou le BIT, pour en citer quelques-unes. Donc si on change, à mon avis, c'est compliqué. Et on changerait en plus pourquoi ? On changerait, si on allait du côté des anglo-saxons, on changerait pour tiers secteur. À mon avis, c'est pire. Parce que c'est ça, ce qui est défendu dans les pays anglo-saxons, c'est plutôt ça. Hein. Ou alors, c'est une nouvelle appellation, social enterprise. À mon avis, c'est pire aussi. Hein. Donc nous, on s'est battu, par exemple, au niveau de l'ONU, avec des chercheurs et des acteurs, pour que ça soit plutôt économie sociale et solidaire. Social and Solidarity Economy, c'était quasiment pas employé en anglais. Les premiers ouvrages sur Social and Solidarity Economy, ça apparaît il y a 10 ans en anglais. Aujourd'hui, vous avez une première encyclopédia of the Social and Solidarity Economy au niveau mondial, fait par l'ONU. Je pense qu'on est en train de gagner un peu des points dans le débat symbolique. Donc ça me semble difficile de déconnecter d'une notion qui est encore à peine reconnue pour en prendre une autre. Après, je suis d'accord avec vous. Économie solidaire, ça a des tas d'inconvénients. Hein, mais en tout cas, si on parle d'économie solidaire en Afrique, en Amérique du Nord ou du Sud, ou en Europe, on commence à voir un peu de quoi on cause. C'est différent en Asie, où c'est plutôt popular economy qui est plus employé, hein, mais ça commence aussi à être diffusé. Donc vous voyez, ces histoires d'appellation, c'est des combats de dizaines et dizaines d'années. Et ça, c'est ce qu'il faut apprendre des néolibéraux.
hein, parce que si vous prenez Hayek et Friedman qui nous ont empoisonné la vie depuis le consensus de Washington en 1989, ils ont commencé à se réunir en 1940 pour préparer l'après-guerre dans la Société du Mont Pèlerin en Suisse, financée par des fondations américaines. Et donc, vous voyez, Hayek, 2 ans avant d'avoir le prix Nobel, qu'on appelle prix Nobel d'économie, Hayek disait « J'ai perdu ma vie parce que ce sont les idées de mon adversaire Keynes qui ont triomphé partout. » Et 2 ans après, il révolutionnait le monde en proposant ce qui allait être les bases du consensus de Washington. Donc, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et il me semble que c'est très difficile d'osciller entre plusieurs appellations. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'économie sociale et solidaire, d'abord, c'est inutilement compliqué. Ensuite, personne ne comprend rien. Ensuite, c'est un petit côté misérabiliste. D'accord. Mais en même temps, aujourd'hui, cette terminologie, elle est reconnue dans les organisations internationales plus qu'hier. Elle est reconnue dans les continents plus qu'hier. Et donc, faisons attention à ne pas avoir une acception plus réductrice. Et vraiment, le combat aujourd'hui, c'est avec social enterprise. Parce que social enterprise, c'est tout à fait appréhendable par des capitalistes qui vont vous proposer d'avoir une petite activité social enterprise en plus. Et vous voyez, c'est autre chose. Là, on parle d'une économie, on ne parle pas simplement d'entreprise. On parle quand même d'une économie qui aurait une certaine consistance. Donc vous voyez, c'est des problèmes qui me semblent compliqués, dans lesquels on ne peut pas forcément changer toutes les 5 minutes, hein, parce que c'est des combats de longue haleine aussi qui sont en train de se jouer et qui se jouent au niveau international. L'une des choses qui a progressé, je pense, depuis 10 ans, c'est qu'avant, économie sociale ou économie solidaire, c'était uniquement dans les langues latines. Aujourd'hui, c'est en anglais, c'est en japonais, c'est en coréen. Voilà, ça veut dire que pour demain, on est obligé aussi d'avoir une conception qui ne soit pas uniquement franco-française, parce que sinon on ne va pas y arriver. Y a-t-il d'autres questions? Non. On peut peut-être conclure, on avait envie de vous présenter là, une revue qui vient de sortir avec des étudiants, c'est le numéro 1. C'est des étudiants du CNAM qui sont en master et qui ont décidé, on le voit dans leur description, de s'emparer du champ de l'ESS, de leur expérience en stage, je pense, parce qu'ils ne le précisent pas, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, et de faire des textes. Et je voulais vous écouter, que vous puissiez un peu la présenter, mais peut-être faire le lien avec ce qui nous est commun à l'ESPER et dans cette démarche-là, d'enseigner finalement. Que ce soit en master, nous, on s'adresse plutôt, dans la majorité de nos projets, aux collégiens et aux lycéens, d'enseigner l'ESS. Et on pourrait conclure là-dessus, si vous voulez bien. Oui, donc 2 mots sur le contexte dans lequel vient d'être conçue cette revue par des étudiantes et des étudiants. Nous, on a en fait 2 masters. Un master de recherche en travail social, c'est le seul master en France de recherche en travail social, et puis un master d'économie sociale et solidaire. Et finalement, en réfléchissant avec les enseignants et les étudiants, ce qui nous frappe, c'est que on est censé dans la plainte. Dans le travail social, la plainte, c'est une sorte de déformation professionnelle, quoi. Dans l'ESS, on est tout le temps en train de se plaindre aussi, on l'a vu, on le répète, je le répète, vous le répétez, on le répète tous qu'on est victime d'une incompréhension, qu'on n'est pas assez pris en compte, et c'est vrai. Et ce que l'on a voulu faire avec les étudiantes et les étudiants, c'est leur dire, d'abord, il faut que vous commenciez à prendre la parole et à prendre la plume. Parce que c'est vous qui savez, en fait, les étudiants du CNAM, ils ont quelque chose de particulier, c'est qu'en règle générale, ils ont déjà 5, 10, 20 ans d'expérience. Donc c'est pas des stages, c'est leur boulot en fait. Et donc on a essayé de faire un numéro de revue sur la solidarité, la revue des solidarités, qui essaye de résumer en 2 pages quelque chose qu'ils ont fait dans leur travail d'enthousiasmement. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est béni oui ou que c'est angélique, hein, parce que les mêmes gens peuvent aussi critiquer ceux dans quoi ils sont pris et un certain nombre d'évolutions.
Mais ce qu'on a voulu faire à travers cette revue, c'est dire, oui, il y a des problèmes tous les jours dans le travail social, dans l'économie sociale et solidaire, mais malgré tout, si on reste là-dedans, c'est parce qu'on peut faire des choses qui sont enthousiasmantes. C'est quoi? Et donc, l'idée, c'est de décrire d'une façon très concrète un ou deux exemples de pourquoi il est possible de faire des choses enthousiasmantes malgré toutes les difficultés qu'on vient de rappeler à l'instant. Donc c'est ça le projet, et l'idée c'est d'essayer de constituer donc autour de ce projet de revue qui ne soit pas uniquement une revue dans la plainte, une association d'étudiantes et d'étudiants donc, qui va s'occuper de la rédaction des numéros de cette revue. Ok, parce que moi je me posais la question, éventuellement il y a des appels à participation et à contribution, ça vient de sortir, mais je me disais qu'il y a peut-être quelque chose à envisager, je ne sais pas du tout encore, ça m'est venu à l'esprit quand j'ai pris connaissance, peut-être avec des collégiens et des lycéens qui participeraient à mon entreprise sociale et solidaire à l'école qu'on met en place et qui pourraient prendre la plume aussi à leur niveau, même s'ils peuvent être aidés éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ah si, une petite pour la route. Visio? Non. Non, ok. Bonjour, je suis Maya Sauvager, coordinatrice nationale du CJPES, Centre des jeunes, des dirigeants et des acteurs de l'ESS. Et je profite juste du fait qu'on ait parlé des étudiants de l'ESS pour mentionner la 7e édition des prix des mémoires de l'ESS qu'on pilote avec l'ADES, l'Association pour le développement des données sur l'économie sociale. Et donc les candidatures en ligne sont ouvertes jusqu'au 31 octobre. Merci. Merci. Ben, on vous remercie. Merci de votre invitation. Ouais. Et puis si vous voulez boire un petit coup qui est prévu à la sortie.